chaque matin, je me lève, je me dis, mais quelle chance! Ah oui. Quelle chance de vivre de ma passion. De ne pas galérer. Je sais que j'ai tellement de gens que je rencontre sur mon parcours, de jeunes qui galèrent, mais qui croient, et je les admire. Je crois que chacun a un parcours complètement différent. Moi, j'ai des parents qui sont pas du tout dans le milieu. Et bizarrement, alors ça fait un peu ésotérique ce que je vais te dire, mais j'ai une petite étoile en fait qui m'a toujours guidé vers ça. Les moments où j'y pensais pas, il y avait toujours quelque chose sur mon parcours qui faisait qu'on me disait prends cette branche-là, prends cette rue, prends cette destination. Du coup, moi, bêtement, je suivais et ça m'a amené où je suis aujourd'hui. Mais quand j'étais petit, en fait, mes parents sont polonais. Et on habitait dans une ville à Argenteuil. Et j'ai fait mes premiers pas sur scène dans un costume folklorique. Mais c'était mes premiers pas sur scène. Et je me rappelle, mais j'étais petit, je devais avoir 6 ans, quoi. Et je me rappelle de la chaleur du projo sur moi. Et je me suis dit, c'est cool d'être sur scène. C'est un truc mais à 6 ans, quoi, je me suis senti... Et en fait, j'ai fait de la danse pendant longtemps dans ces groupes-là. Puis on a commencé à faire du chant choral avec eux. Et puis moi, il y avait des évidences, quoi. Et après, mon cerveau a occulté plein de choses. C'est ma mère qui, il n'y a pas si longtemps que ça, a ressorti des vieilles cassettes. Parce que je suis vieux. C'est encore des cassettes. Les jeunes ne connaissent pas ça, ces cassettes magnétiques. Mais on n'était pas en MP3 avant. Hein. Donc il y avait les vieilles cassettes avant. Ma mère, elle a retrouvé ça dans le grenier. Un jour, elle me dit tiens, tu devrais écouter ça. Et je l'avais complètement occulté. Mais à l'époque, mes parents, ils m'avaient offert un petit truc avec un micro où il y avait des cassettes et on s'enregistrait avec mes cousines et tout. Et effectivement, je chantais tout le temps, quoi. Et après, j'ai juste suivi à l'école. Mon père voulait absolument que je fasse une filière langue, lettres, parce que voilà, je parlais couramment le polonais, j'étais pas mauvais en langue. Et voilà, il s'est dit, bon, c'est la voie qui va être la plus logique pour lui. Et puis d'un seul coup, il y a eu quelque chose qui a fait que j'ai eu un rendez-vous avec le lycée. On m'a dit, mais il y a plus trop de place dans cette filière-là, mais en lettres, il reste beaucoup de place en lettres art. Il n'y a pas beaucoup de monde. À Argenteuil, c'était pas très... Et du coup, ça s'est fait hyper... je sais pas, je me suis mis en lettres musique. Et puis pareil, là, une prof extraordinaire qui nous a suivis. On n'était que 3 en filière musique. Et... seconde, première, terminale, et cette Madame Le Dantec, elle nous a portés. Et là, on a eu l'amour de la musique qui s'est décuplé. Elle nous a fait découvrir Wagner, elle nous a fait découvrir Beethoven, Mozart. Moi, j'avais pas cette culture-là, quoi. Du coup, je me suis mis là-dedans. J'ai rencontré le docteur Daniel Perkins, qui m'a porté aussi, comme Madame Le Dantec. Que des belles rencontres. Que des belles rencontres, qui m'a fait découvrir la comédie musicale américaine. Et là, j'ai dit, bon, Révélation. Il m'a dit, va à New York, prends un bus, va voir le plus de shows que tu peux. Et pendant 1 an, il m'a porté. Et je suis revenu en France, j'ai fait l'armée. Parce qu'à l'époque, on faisait l'armée. Je sais, ça rajeunit pas. Et ensuite, voilà, j'ai eu un boulot alimentaire pour pouvoir ne pas galérer. Et j'ai commencé à faire mes armes, à passer des auditions. Et à vraiment me spécialiser dans la comédie musicale, à prendre des cours de claquettes, à prendre des cours de danse, d'acting, pour être le plus complet possible. On est obligé d'avoir réellement une formation de comédien, parce que la comédie musicale ne devient intéressante qu'à partir du moment où on fait du théâtre musical. C'est pour ça que j'aime bien ce terme de théâtre musical. Je défends ça. Parce que avant la forme, il y a le fond. Et quand on vous confie un rôle, c'est d'abord incarner ce personnage. Et après, qu'il chante ou qu'il parle, c'est d'abord le personnage. C'est très important. Ça, en fait. C'est la base. C'est la base pour faire ce métier de chanteur, acteur, comédie musicale. Selon moi. En tout cas, moi, je le défends vraiment comme ça. Et je pense que la plupart des gens qui aiment la comédie musicale à l'anglo-saxonne voient ce métier de cette façon-là. Et ça n'empêche pas d'avoir des gens avec des identités vocales très fortes. Magali Goblet, qui joue ma partenaire dans Quand la guerre sera finie,
a un parcours très atypique aussi. Elle a été meneuse de revue. Elle travaille en ce moment dans un grand cabaret dans l'Est de la France. Et en même temps, elle incarne cette Nini avec une vérité absolue. Elle a des talents de comédienne et elle a cette identité vocale forte, cette voix poitrinée qui va se briser sur les hauteurs. Mais du coup, ça crée un personnage hyper intéressant. Donc du coup, ça ne veut pas dire que d'un seul coup, on va privilégier l'acting, mais quand l'acting se mêle à une particularité vocale, ça devient génial. Et c'est ça que j'adore chez Magali, c'est que d'un seul coup, ils ont trouvé cette fille qui a tout, quoi. Moi, je travaille avec 2 réals, c'est Baptiste et Stéphanie Kong. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On a déjà travaillé ensemble. Et Stéphanie Kong, je le connais depuis très longtemps. Et lui, il est vraiment spécialisé dans le musical. Donc, il sait très bien gérer les tournages de clips. On avait déjà fait un premier album autoproduit, avec très peu de moyens. On a fait ça vraiment de façon très artisanale, mais ce qui en fait quelque chose de très touchant maintenant avec du recul. Et après, j'ai voulu faire un deuxième album, beaucoup plus électro, beaucoup plus actuel, avec un traitement de la voix un peu différent. Et à ce moment-là, je coachais Laura Smet. Et elle était partie sur cette idée d'album, mais comme on le sait, son papa est juste la figure de la chanson française. Donc elle s'est mis un peu de pression, elle s'est dit, il va falloir quand même que je prenne des cours. Et comme une grande artiste, la grande artiste qu'elle est, elle s'est donné les moyens et elle a beaucoup travaillé la voix. Et donc du coup, moi j'étais son coach vocal. On a beaucoup accroché et quand elle m'a demandé un petit peu sur quoi j'étais, je lui ai fait écouter quelques maquettes que j'étais en train de faire. Elle m'a dit « Ah, c'est super !» Puis tout de suite, les artistes comédiens pensent au clip, quoi. C'était un choix du réal de faire avec le chef opérateur, Nicolas Prévost, ils ont décidé de faire un esthétisme années 60. Donc on est parti un petit peu sur ça, pour le maquillage, pour la coiffure de Laura. On a essayé d'avoir un semblant de 60s dans le clip. On a aussi beaucoup évoqué le fait de faire du lips ou pas. C'est que souvent dans un clip, un moment, le chanteur fait un playback sur sa chanson. On voit qu'il chante. Nous, on a pris le parti d'être plus cinématographique et d'essayer de raconter une histoire, même si elle n'est pas réellement précise, mais pas de faire le code. Voilà, on va avoir un plan où là, vous voyez, je chante. C'est moi, c'est mes lèvres qui remuent. On a pris ce parti. Alors peut-être que c'est bien, pas bien, mais en tout cas, on a fait ce choix de passer plus à l'acting avec la chanson qui, bien évidemment, est diffusée sur le visuel. Moi, j'ai jamais pensé à faire du coaching. C'est un jour, Richard Cross, on se connaissait déjà parce qu'il m'avait auditionné pour plein de spectacles, pour Roméo et Juliette, je l'avais rencontré souvent. Et un jour, on s'est rencontrés à une avant-première au Casino de Paris, je ne me rappelle plus du spectacle. Bon, ça, c'est pas bon signe. Mais il commence à me dire, voilà, je réfléchis, est-ce que tu n'aurais pas envie de suivre une formation de coaching vocal? Je te sens vraiment dans ça. Ce serait une carte supplémentaire pour toi et je sais pas, je sens que tu es dans une empathie qui peut te permettre de t'épanouir dans ça et d'épanouir d'autres personnes. Alors, je me suis senti... et puis je me suis dit non, j'ai envie d'être sur scène. Et il m'a revu quelques mois plus tard en me redemandant si j'étais intéressé. Et puis là, d'un seul coup, je me suis dit, bon, c'est comme ces petites voix qui s'ouvrent à chaque fois. Je me suis dit, ah, là, ça fait 2 fois qu'il t'en parle. Donc il m'a ouvert la porte de ces formations et il m'a porté pendant plusieurs années en me donnant des challenges, en m'envoyant à Casablanca faire des masterclass pour des musiciens là-bas. Et en fait, j'ai découvert une autre passion, c'est que j'adore transmettre. Oui, mon travail de coach vocal, il est en même temps fascinant, en même temps compliqué parce que les attentes ne sont pas du tout les mêmes. J'ai beaucoup de jeunes qui viennent pour se préparer à The Voice, par exemple. Je ne vais pas travailler de la même façon parce que là, on est dans un concours de chant. Et on sait que The Voice va privilégier l'identité vocale. Mais on essaye vraiment de développer, de trouver chez les gens qui viennent me voir, de trouver quelle est l'identité vocale qu'on peut développer. Et souvent, il ne faut pas croire, c'est souvent au départ des défauts qu'on va cultiver, on va juste apprendre vocalement à le rendre sain pour pas que le larynx s'empâtisse ou qu'on ait des fatigues vocales, mais on va essayer d'en faire
une identité vocale forte pour que d'un seul coup, quand quelqu'un va entendre cette voix, on va se dire « Ah tiens, c'est Marion » ou « Tiens, c'est... » Et on va reconnaître cette voix instantanément. Ça, c'est ce que j'essaie de voir. Alors, ça ne marche pas toujours parce que des fois, il y a des voix qui sont un peu plus fondues dans ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mais on essaye de trouver un chemin, en tout cas. Et puis, il y a des gens de la comédie musicale qui se préparent à des auditions. Alors là, on prépare sur des plans différents, sur le vocal, sur le jeu. J'ai Maxime Guerville en ce moment qui a auditionné pour La petite fille aux allumettes, qui a été nommé ou nominé, on dit d'ailleurs, je ne sais jamais. Je crois qu'on peut dire les deux, non? Enfin, je sais pas. Les deux me on va dire nommé au Molière cette année, et qui a travaillé formidablement bien avec moi et qui a eu ce rôle et qui va reprendre le rôle de Fetrouni sur cette production. Voilà, on a beaucoup travaillé sur le vocal parce qu'il doit jouer, il a plus de 20 ans, mais il doit jouer le rôle d'un adolescent. Donc on travaille sur le timbre, essayer d'éclaircir le timbre, de rendre la voix la plus juvénile possible. Donc ça, c'est un premier travail vocal. Ensuite, on travaille sur le corporel. Il faut que le corps donne l'illusion que c'est un adolescent qui est en train de jouer. C'est beaucoup de travail, mais c'est passionnant quand on travaille. Moi, en tant que coach vocal, quand je vois s'épanouir des gens en face de moi qui se battent pour essayer de trouver le chemin. Merci, c'est très agréable. Ouais, merci. C'est vrai, pour moi aussi, très agréable. Merci.